Si tu voulais des anecdotes joyeuses, fallait pas m'inviter, hein, d'accord? Fallait prendre quelqu'un d'autre. Moi, j'ai que des anecdotes. C'est pas avec moi que tu vas te fendre la gueule, hein, je te le dis. Reminder. 2024. 2024, voilà. Mon livre, ma première autobiographie. Pour moi, un grand moment, parce que ça fait longtemps que je voulais le sortir, ça fait très longtemps que j'y réfléchissais. C'est différent de la musique. Ça m'ouvre à de nouveaux horizons, on va dire. 2022. 2022, c'est une année sombre, puisque c'est l'année où j'ai perdu ma mère. Donc j'aurais pu faire n'importe quoi de bien cette année-là. Malheureusement, ça restera une année triste pour moi. Je résumerai toute ma vie cette année-là, l'année 2022, à ce fait marquant, malheureusement. 2021. 2021, j'ai arrêté de fumer du shit. Ça faisait 20 ans que je fumais et je sais pas, j'ai eu un espèce de déclic. Et j'en ai eu marre, en fait, du jour au lendemain. Je me suis dit que j'avais 40 piges passées, que c'était plus en phase. Je me suis remis vraiment à faire un peu de sport. Je suis parti vraiment dans une logique où j'ai essayé de faire quelque chose de beaucoup plus sain. C'était pas gagné parce que ceux qui me connaissent le savent, j'étais un très très gros fumeur. Et je t'avoue que j'étais assez fier de moi parce que c'est très très difficile. 2020. C'est la naissance de ma deuxième fille, Iman. Elle est née en juin 2020. C'est les bébés Covid. C'était pas facile parce qu'il fallait attendre au pied de la maternité. J'avais pas le droit de rentrer. Ils m'ont appelé juste 2 heures, je crois, avant qu'elle vienne au monde. Mais ça reste évidemment un très très beau souvenir. Et voilà. 2018. 2018, c'est l'année où malheureusement on a diagnostiqué à mon père la maladie d'Alzheimer. C'est une année pareil qui est pas super joyeuse, en tout cas qui a changé notre destin, le sien, celui de ma mère, celui de ma famille, puisque c'est une maladie qui est très très difficile à gérer quand t'es dans l'entourage. Et donc malheureusement, ouais, je peux pas relier cette année à autre chose que ça parce que je t'avoue que ça a tout changé pour nous et ça a chamboulé un peu notre petite vie tranquille, entre guillemets. Quand je dis notre vie, c'est celle de ma famille en général. 2017. 2017, j'ai sorti Drone. Le temps est passé, je suis devenu artiste, 10 ans dans les sous-sols, la réussite a été tardive. Je venais d'arrêter la musique, ça faisait quelques années. J'ai sorti un petit projet comme ça, digital, à l'arrache, pas très bien mixé, juste pour prendre la température. Et en fait, à ma grande surprise, j'ai vu que les gens étaient toujours là. On a rempli la Bellevilloise. En 15 jours, on a réussi à vendre 700 places, je crois. Et je t'avoue que par rapport à là où j'en étais au stade de ma carrière, j'étais très fier de ça parce que je pensais vraiment que les gens avaient zappé et je faisais ça presque sur la pointe des pieds en me disant bon, on va faire quelques morceaux. On a fait un bête de concert qui m'a beaucoup touché parce que les gens étaient très heureux de me revoir sur scène. Donc en vrai, c'est un très très bon souvenir. Ce soir-là, ils m'ont donné énormément d'amour et tu sais, ces petits concerts comme ça, des fois, ils valent plus que les gros que t'as fait auparavant quand t'étais en plein boom. 2016. 2016, j'ai ouvert mon premier salon de tatouage. Maintenant, ça fait quasiment 10 ans que je suis dedans, mais à l'époque, c'était mon tout premier salon de tatou. J'ai ouvert un petit shop dans le 14e, pas loin de la Tour Montparnasse. Voilà, je me lançais dans une nouvelle aventure. Je passais de la vie d'artiste à celle de gérant. J'ai construit mon shop de A à Z, j'ai réfléchi à tout et je kiffais un peu ce délire entrepreneur, tu vois. Et je cherchais en fait un nouveau défi, un nouveau challenge et je suis rentré dans ce délire-là et comme je te dis, 10 ans après, on est quasiment toujours dedans. 2015. 2015, en fait, c'est l'année où j'ai sorti mon dernier album avec 609. 609, en fait, c'était mon label. Avec Karim Nabil, on a créé 609 et c'est avec ce label-là que j'ai fait tous mes albums, toute ma carrière. Tout ce que j'ai fait d'ailleurs dans ma carrière, je l'ai fait aussi grâce à ces deux mecs-là, grâce au label qu'on a fondé ensemble. On l'a fondé sur des bancs dans un quartier et on est monté très très haut puisqu'après on a intégré les maisons de disques, etc. Donc on est vraiment allé au sommet du rap et c'est mon dernier album avec eux en fait. Donc c'est au moment où entre guillemets on s'est dit au revoir en très très bon terme. Après la sortie de Immortel 2, qui est mon dernier album avec eux. 2013. 2013, c'est l'année où je me suis séparé en fait avec la mère de ma première fille et ça reste pas un très bon souvenir en fait parce que en plus de la séparation, j'ai eu la séparation avec ma fille et ça a été 2 années très très compliquées puisque elle venait de Nice. Donc quand on s'est séparé, elle est repartie avec ma fille à Nice et j'ai vécu ça un peu comme une double peine en fait, tu vois. J'ai très très mal vécu en fait la distance avec ma première fille Inès et c'est vraiment des années qui sont très très compliquées où j'étais très 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 nerveux. Par la suite, grâce à Dieu, ça s'est arrangé mais c'est quelque chose que j'aurais pas imaginé vivre. Moi, je suis très proche de mes enfants et la distance physique a été quelque chose que j'ai eu beaucoup de mal à vivre, mais voilà. 2009, bah la naissance de ma première fille, du coup, Inès. Donc voilà, la découverte de la paternité, c'était mortel, une autre vie. Moi, j'avais consacré ma vie à la musique et du jour au lendemain, t'as des nouvelles responsabilités, des nouveaux pouvoirs et puis l'amour des enfants, c'est voilà, ça vaut tous les publics du monde. Je pense très sincèrement que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans ma vie, quoi. Ça a changé ma manière de faire les choses, ça a changé ma manière de voir les choses, ma manière de travailler, ma manière de me projeter dans le futur. Ça a vraiment tout changé. Donc la naissance de ma première fille, Inès. 2006, j'ai fait l'Olympia. Il y avait mes parents dans la salle et pour eux, l'Olympia, c'est le Graal absolu. Tu vois, eux, ils ont écouté Brel, ils ont écouté Aznavour, Edith Piaf et que leur fils fasse une salle comme ça, de voir ton nom en lettres rouges sur le boulevard, etc. C'était vraiment quelque chose de ouf. C'était une bête de date. Je suis rentré en quad. Vous le clashez, c'est Nika. T'es dans la merde.
Ah, c'était vraiment un bête de concert, un très très joli moment et un très très bon souvenir avec toute mon équipe. Et symboliquement, j'avoue que j'étais vraiment heureux de faire l'Olympia. C'est des salles comme ça qui te laissent pas de marbre entre guillemets. Tu vois, tu l'as fait, t'es super content. Tu fais l'Olympia, tu fais le Zénith. Ça arrive pas tous les jours dans une carrière. T'en as qui ont une carrière vont jamais le faire. Moi, à 26 ans, très très jeune dans ma carrière, j'ai eu la chance de le faire. 2005. 2005, c'est la sortie de mon premier album. Donc là aussi, c'est un moment où ta vie, elle change. Soudain, j'écrirai ça pour que tu saches d'où je viens. Pour que tu saches que toute ma life, un goût de flamme. À partir de là, tout s'est accéléré, tout a changé dans ma vie, en bien, en mal, à tous les niveaux, avec les gens, financièrement, partout. En fait, je me suis rendu compte que c'est l'année où il y a eu le plus de changements dans ma vie. Parce que la musique, parce que la célébrité, parce que du jour au lendemain, tu peux plus te balader tranquillement. À l'époque, partout où j'allais, ça faisait des attroupements, donc ma vie a vraiment changé cette année-là. Et mes producteurs de l'époque me l'avaient dit, en bien et en mal aussi, parce que tu perds beaucoup d'amis. T'es dans un espèce de tourbillon comme ça, t'es dans une machine à laver. Moi, quand le premier album il est sorti, je savais pas du tout à quoi ça correspondait. J'étais pas du tout dans les trucs de chiffres, etc. Et j'avais demandé à mon équipe si c'était bien. Ils m'avaient dit, mais t'es un fou en première semaine, c'est incroyable. T'es 3e au top album, t'as fait ci, t'as fait ça. Et moi, j'avais aucune idée en fait de ce que ça représentait. Et par la suite, en fait, j'ai vu qu'au fur et à mesure des mois, on me disait, mais tu te rends pas compte, on est 6 mois après la sortie, tu vends encore 10 000 albums par semaine et tout. Et on est monté jusqu'à 250 000. Donc après, j'ai évidemment compris parce que j'ai reçu des disques d'or, parce que j'ai été nominé aux victoires de la musique, parce que je voyais bien les tournées, je voyais comment ça se passait dans la rue. Mais sur le coup, en tout cas, je m'y attendais pas du tout et je savais même pas si c'était bien ou pas bien. Et c'est les autres qui me disaient, mais t'es un ouf, c'est énorme en fait. Donc c'est aussi là où je suis rentré un peu dans le game, entre guillemets. J'ai appris les rouages de la musique à ce moment-là. 2004. En 2004, j'ai sorti mon street album. Et ça aussi, c'est un projet qui a beaucoup compté dans ma vie parce que à cette époque-là, je suis un rookie et le street album marche tellement que toutes les maisons de disques, en fait, se mettent sur mes côtes. Et je sens que, en fait, c'est le début vraiment de mon histoire dans la musique. Et c'est le moment où j'ai compris qu'il y avait moyen de faire quelque chose parce que ça y est, on commence à me parler de Warner, de Sony. Je fais des petits concerts à Paris. Je vois que tous les représentants des maisons de disques sont là. Je sens une agitation autour de moi. Et c'est un projet qu'on a fait avec des bouts de ficelle et qu'on a vendu à 45 000 exemplaires sans aucun relais, sans aucun média, sans rien du tout. Tu sais, aujourd'hui, on dit faire le buzz. À l'époque, on disait avoir le buzz. Et nous, on avait vraiment le buzz puisque partout où on allait, on voyait que ça bougeait de partout. Mais c'est le moment où, dans ma vie, j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire dans la musique parce que l'année d'avant, pour moi, c'était encore un passe-temps et c'était encore un truc que je faisais en dilettante et je me disais, vas-y, c'est cool la musique, mais j'y croyais pas une seule seconde. Et c'est le moment où j'ai pris conscience que, ouais, il y avait un vrai coup à faire. 2003, Panam All Star. C'est un morceau qui est iconique aujourd'hui, qui est connu de tous. Parlez mal de mon 9-1, mais n'y viens pas, tu seras pas en lieu sûr. Depuis qu'on prend le dessus, t'as plus qu'à te branler sur ma banlieue sud. Et de me retrouver sur un morceau comme ça, moi qui étais le plus jeune à l'époque et qui était sûrement le moins connu de tous, j'étais presque honoré et surpris de me retrouver là avec Jams en fait et de venir représenter le 91 alors que beaucoup d'autres auraient pu le faire. Il y a eu un avant et un après. Et c'est vraiment le morceau qui m'a fait passer un cap. Moi déjà à titre personnel et surtout dans le regard des gens où là tu sens que ça y est, les gens ils commencent à te prendre au sérieux et t'es plus juste le petit rappeur de banlieue, t'es le mec qui a posé sur Panam All Star. Et rien que pour ça, je serais toujours reconnaissant des snipers et de Tefa, Masta et toute l'équipe, tous ceux qui étaient derrière. 2002. C'est ma deuxième incarcération en fait. En fait, je suis tombé 2 fois dans la même année. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle la navette, peine de prison au début de l'année, peine de prison à la fin. 2 incarcérations dans la même année, donc je peux malheureusement pas relier cette année à autre chose que ça, parce que j'ai passé beaucoup de temps en prison. Je suis béton, je suis ressorti, et quand je suis revenu, même les gars là-bas, ils me disaient, mais qu'est-ce qui s'est passé, tu vois. Donc c'est très rare de tomber 2 fois dans la même année, donc j'ai passé plus de temps en prison cette année-là qu'autre chose. Ouais, j'étais très fougueux à 22 ans, j'étais dehors tout le temps, beaucoup de conneries, beaucoup de trucs. Et il y a toujours un moment où tu reçois l'addition, et je pense que c'est vraiment l'année où on m'a envoyé la cuenta. 2001, c'est l'année où on a créé le label 609. À la base, Karim et Nabi, je les connaissais pas du tout. C'était des amis d'un pote à moi. Il me dit, écoute, j'ai 2 potes qui veulent te produire, qui sont chauds pour travailler avec toi. Tout ce que j'ai vécu dans ma carrière, etc., je leur dois aussi à eux parce que c'est aussi le fruit du travail des mecs qui sont dans l'ombre. Et c'est quelque chose que les artistes ne précisent pas assez. C'est qu'il y a la musique, il y a le talent, mais il y a aussi tous les mecs qui sont derrière. Et sans eux, j'aurais pas fait grand chose. 2000, c'est des vacances à Juan-les-Pins. C'est mes premières vacances entre potes. Vacances de banlieusards, sans argent. On avait loué un appart avec 6 lits, on était 17 dedans. Donc c'était n'importe quoi, ça dormait dans la baignoire, ça dormait sur le balcon. On jouait à se voler des bouteilles de lait, à cacher des trucs parce que tu savais que l'autre il allait venir, il allait te voler tes BN, C'était des vraies vacances de Kaira dans le sud, mais c'était, je pense, mes meilleures vacances parce que j'ai jamais autant rigolé en fait que pendant ces vacances-là. Et très généralement, les premières vacances entre potes, tu t'en rappelles. Elles ont un côté un peu où tu pars à l'aventure. Enfin bref, c'était vraiment des très très bons souvenirs et surtout des rigolades de ouf et un côté très très Kaira dans les vacances.
que j'ai plus retrouvé après par la suite. 1997. C'est la création de mon tout premier groupe de rap qui s'appelait l'Amalgame, avec 3 potes à moi. On a commencé à se structurer, on a commencé à faire nos premiers concerts. Et je te dis, on était très créatifs. On pouvait faire 2, 3 morceaux par jour sans s'en rendre compte, sans se rendre compte qu'au final, c'était incroyable. C'est aussi l'année où j'ai rencontré Diams. Elle était dans son lycée à l'époque, Blaise Pascal, à Orsay. Moi, je faisais des petits trucs en pirate là-bas. Et c'est là où je l'ai rencontrée. Je savais déjà qui c'était parce que elle avait un temps d'avance, en fait. Elle était dans le collectif Mafia Tressé, pour ceux qui s'en rappellent. J'avais déjà entendu des freestyles d'elle à la radio. J'avais déjà écouté plein de trucs où j'étais choqué, en fait, de son niveau. Et c'est comme ça, en fait, qu'on s'est mis en connexion. C'est-à-dire que quelqu'un lui a transmis mes sons à moi. Elle, on se voyait de temps en temps dans son bahut. Et la connexion s'est faite comme ça. Et de fil en aiguille, elle a commencé à m'appeler pour faire une petite mixtape, une petite radio, un petit truc par-ci, par-là. Et après, on a jamais lâché et on a enchaîné. 1994. C'est l'année où j'ai fini le collège. Voilà, c'est l'année où j'ai quitté le collège. Et pareil, je pense que le moment où tu quittes la scolarité, tu t'en rends pas compte forcément quand t'es jeune, mais quitter l'école aussitôt, au final, ça va devenir problématique pour toi et pour ta vie. Une fois que tu quittes le train scolaire, après, tu vas galérer, en fait. Tu vas galérer, tu vois. Tu vas être marginalisé, tu vas te retrouver dans des formations bidons, des trucs pour élèves en difficulté. Et après, tu fais que galérer. Donc voilà. Mais avoir arrêté aussitôt aujourd'hui, c'est un regret parce que je suis beaucoup plus studieux aujourd'hui. Donc voilà, je savais juste pas me tenir à l'époque, mais en tout cas, la soif d'apprendre, etc., c'est quelque chose qui m'a manqué après par la suite. 1993. Ma première garde à vue. Voilà. J'avais 13 ans, je venais de faire un vol à l'arraché, voir les condés chez toi le matin, voir ton père qui te regarde du coin de l'œil et qui a envie de te briser en deux, première fois menotté. C'est quelque chose d'assez marquant de se faire menotter devant les voisins et tout. Première garde à vue, premières heures de garde à vue, premier contact avec le commissariat, avec la cellule. Malheureusement, ça allait devenir après par la suite quelque chose de basique. 1992. 92, je suis parti en colonie, en Pologne. Donc c'est pas une destination qui fait rêver de ouf, mais en fait la ville dans laquelle j'étais aux Ulysses, ils avaient un partenariat avec une ville en Pologne. Et la bête de colonie à l'époque, c'était ça. C'était vraiment le top du top. C'était le Graal. Tu partais, ça coûtait 400 francs et tu partais un mois en vacances. Donc c'était les vacances les plus rentables au monde pour nos parents. Je suis jamais retourné. Non. Je sais juste dire bonjour. Dzień dobry. C'est tout ce que j'ai retenu de mes années Pologne. 1990. C'est l'année de mes 10 ans où mon père, en fait, m'a acheté une Game Boy. Je crois que ça coûtait 590 francs à l'époque. Chez nous, on n'avait pas beaucoup de sous. Et ce genre de cadeau était très rare. Tellement rare que, tu vois, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et je pense qu'il voulait marquer le coup, en fait, pour mes 10 ans. C'est d'ailleurs, je crois, la seule fois où j'ai eu un cadeau d'une valeur comme ça, fait par mon père comme ça, sans que je m'y attende. Et c'était le cadeau dont tout le monde rêvait à l'époque, puisque voilà, Tetris, Mario Land, pour ceux qu'on connu. J'étais au max de ma vie à ce moment-là. Nous, on n'était pas la génération des enfants gâtés. On avait très peu. Mais quand on avait, en fait, on kiffait énormément, tu vois. Et on appréciait beaucoup plus les choses que la génération d'aujourd'hui, je pense. 1989. 89, c'est le décès d'un ami, en fait, à l'école primaire. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelait Paolo. C'était un camarade de classe et il est parti d'une leucémie. Je me souviens que toute la classe était partie chez lui peu de temps avant son décès et ça m'avait vraiment marqué de le voir amaigri, très pâle, etc. Ça m'avait beaucoup choqué, en fait. Tu vois, moi j'avais l'image du Paolo que je connaissais, celui avec qui je jouais dans la cour. Après, on a vu que pendant un moment il venait plus à l'école. On a appris qu'il était malade, mais quand t'es gosse, tu prends pas, tu réalises pas vraiment ce qui se passe. Et un jour, on te dit, en gros, faut aller le voir chez lui. Donc c'est presque une manière de lui dire adieu. On n'avait pas mesuré le truc comme ça et c'est vrai que quand je l'ai vu, ça m'a beaucoup choqué parce que la maladie l'avait touché, quoi. Et il est décédé quelques temps après, donc c'est quelque chose, c'est mon premier contact avec la mort, en fait. Quand t'es gamin, tu penses pas à ce genre de choses-là, et perdre un camarade de classe, qui plus est un vrai pote, c'est quelque chose de marquant, surtout à un âge aussi jeune, quoi. J'avais 9 ans, et t'es pas prêt pour ça, en fait. T'es pas prêt. Je me souviens que ça avait mis un coup à tout le monde, y compris aux maîtresses, enfin, à toute l'école en général. C'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué. 1985. J'avais 5 ans. J'étais malade, en fait. J'ai eu une méningite. C'était une année où j'ai failli mourir, en fait. Si tu voulais des anecdotes joyeuses, fallait pas m'inviter, hein. D'accord? Fallait prendre quelqu'un d'autre, hein. Moi, j'ai que des anecdotes. C'est pas avec moi que tu vas te fendre la gueule, hein. Je te le dis. Non, mais c'est vrai, en plus. Tout ce que je te raconte, c'est un parcours de vie, tu vois. J'ai cherché des trucs un peu joyeux et tout ça. Mais bon, j'en ai pas trouvé de ouf. Tout le monde en panique autour de moi, des seringues comme ça, des ponctions lombaires dans la colonne vertébrale, un état éclaté, couché au lit. Sur le coup, je savais que j'étais pas bien et après, en grandissant, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus grave que ce que je m'imaginais. Quand t'es petit, on te dit pas tout. Et en grandissant, tu te dis, ah ouais, au final, je suis passé pas loin. Donc, grâce à Dieu, je suis là. 1984. Première expulsion. J'en ai eu plusieurs dans ma vie, mais celle-là m'a fait mal puisque à l'époque, j'habitais dans le 92 à Clamart, cité de la Plaine. Le téléphone a sonné, j'étais à côté de ma mère. C'est un de mes plus vieux souvenirs, je m'en rappelle très bien comme si c'était hier. Et je l'ai vu, en fait, se décomposer, obligé de s'asseoir, tu vois, vraiment en panique de ouf, devenir blême, etc. Et par la suite, en fait, j'ai compris que c'est le moment où on lui avait annoncé qu'en fait, pendant les vacances, on avait été expulsés. Donc quand on est revenu, on avait déjà plus rien. Sur le coup, tu mesures pas très bien parce que t'es gamin, etc. Et pour la petite histoire, on m'a dit, ouais, on a
été cambriolé. On m'a fait croire en fait à un cambriolage et je pense que ce genre de mensonge était plus utile que de dire la vérité. De toute façon, à cet âge-là, tu comprends pas les trucs de loyer et tout ça. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai vu la peine surtout que ça a fait à ma mère sur le coup et c'était pas toujours facile. 1980. 26 juin 80, 3 heures du matin, 5 kg 2 à la naissance, gros bébé. Début de cette incroyable aventure aussi torturée que plaisante parce que j'ai kiffé. Moi, j'ai kiffé ma life. Hein. Attention, hein, on n'a pas eu une vie commode, mais j'ai kiffé. Mais voilà, le début de cette incroyable aventure et de cette vie faite de haut et de bas, on va dire. Colmini